Alors voyons maintenant un nouveau schéma de liaison à la Terre, le schéma TN. Donc comme précédemment, la première lettre correspondra à la position du neutre du secondaire du transformateur de distribution et la seconde lettre à la position des masses métalliques des récepteurs. Donc le schéma TN va voir le neutre du secondaire du transformateur de distribution relié à la Terre et puis les masses métalliques des récepteurs qui vont être, elles, reliées au neutre. Alors il existe deux variantes de schéma TN. Le schéma TNS pour le conducteur de neutre et le conducteur de protection équipotentielle séparés. Voilà pourquoi le S est présent, il vous sera l'initiale de séparé. Et puis le schéma qu'on dit TNC, donc qui va correspondre au conducteur de neutre et conducteur de protection équipotentielle, cette fois confondu. Voilà pourquoi le C existe, c'est l'initiale de confondu. Alors notez que les schémas TN sont ici dit mis au neutre. On va tout d'abord étudier le schéma TNS, donc celui qui va contenir un conducteur de neutre et un conducteur équipotentiel séparés, c'est-à-dire deux conducteurs distincts. Le schéma TNS s'applique obligatoirement pour des sections de conducteurs strictement inférieures à 10 mm² pour des conducteurs en cuivre et strictement inférieures à 16 mm² pour des conducteurs en aluminium. Si les sections sont supérieures ou égales à ces valeurs, les deux variantes TNS ou TNC sont utilisables. Voici un graphique représentant un schéma de liaison à la Terre de type TNS. On voit bien qu'on a un fil de neutre et un fil PE qui sont bien distincts. On a bien deux fils différents. PE correspond à Protective Earth en anglais, souvent improprement appelé aussi fil de terre. Alors comme précédemment, je vais vous mettre à contribution en vous demandant de définir les équations. Donc quelle est l'équation de I1 plus I2 plus I3 et puis quelle est l'équation de IT. Alors, dans des conditions d'exploitation normales, comme sur le schéma que je vous présente. Alors faites pause. Alors j'espère que vous avez joué le jeu. Les réponses sont I1 plus I2 plus I3 égale IN, et puis IT va être égal à 0. Je vous propose une seconde question, cette fois dans des conditions de défaut. Imaginons qu'on ait un défaut entre la phase et la masse métallique de ma charge. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du courant de défaut ID? Je vous laisse comme d'habitude quelques instants de réflexion. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et je reviens vers vous pour vous donner la correction. Alors j'espère que vous avez bien joué le jeu. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la valeur du courant de défaut ID? On voit bien qu'ici, le courant de défaut va être très élevé, car on va être en présence d'un court-circuit entre la phase en défaut et le neutre. On n'aura pas ici la même problématique qu'on avait rencontrée dans le schéma de liaison à la Terre TT, parce qu'ici, le courant de défaut sera en capacité de déclencher un disjoncteur magnétothermique. On va maintenant tenter de modéliser ce courant de défaut à travers un schéma de principe. Donc notre circuit, cette fois, sera un générateur phase neutre. Il passera à travers une résistance RL, donc la résistance du fil de phase. Puis on aura notre fameuse résistance de contact, RC, qui pourrait être ici considérée comme nulle si le contact est franc, car elle représente le contact entre mon fil de phase en défaut et les masses métalliques de notre charge. Et pour finir, la résistance du fil PE, c'est-à-dire la résistance du fil de terre. Alors voici notre schéma équivalent, notre boucle de courant parcourue par ID, donc un générateur 230 volts, et puis les différentes résistances qui vont se trouver sur le circuit et s'opposer au passage de ce courant. Alors, on voit bien qu'on se trouve ici en présence d'un court-circuit franc, puisque les résistances qui vont s'opposer au passage du courant ID seront simplement des résistances des fils de liaison, donc des résistances très faibles. Ce courant de défaut a une valeur très élevée, il risque entre autres de provoquer des échauffements importants, des conducteurs mis en jeu, avec une dégradation des isolants et un risque d'incendie. C'est pourquoi il est impératif d'éliminer rapidement ce défaut afin d'assurer la protection de l'installation. Ce court-circuit franc va provoquer une chute de tension et la norme admet qu'une tension résultante d'un court-circuit peut être égale à 80% de la tension nominale de l'installation durant le dit court-circuit. Alors vous allez tenter maintenant de modéliser ce courant ID, prenant en compte cette chute de tension liée au court-circuit. Donc il ne restera que 80% de la tension effective. Mettez la vidéo en pause et puis on se retrouve dans quelques secondes. Alors, notre courant de défaut sera égal à 80% de la tension, donc 0,8 fois la tension entre ma phase et le neutre, donc généralement 230 volts, qu'on va diviser par mon groupe de résistance, c'est-à-dire par la résistance de mon fil de phase, plus la résistance de contact, qui sera généralement nulle, plus la résistance de mon fil de PE, de mon fil de terre. Les calculs de résistance ohmique de mon fil de phase et de mon fil de terre se font sur la base de cette formule. R égale ρ L sur S, avec ρ la résistivité du matériau, L qui est égale à la longueur en fait du câble, et puis S sa section.
Alors je vous présente maintenant un petit tableau défini par la norme qui spécifie le temps maximal de coupure des dispositifs de protection utilisés pour la protection des personnes contre les contacts indirects en chemin TN. Ce temps est fonction de la tension phase terre, égale presque toujours à la tension simple, donc c'est-à-dire phase neutre, 230 volts. Donc pour tous les circuits terminaux dont le courant nominal ne dépasse pas 32 ampères, le temps maximal de coupure devrait être inférieur à la valeur indiquée dans le tableau. Et pour les circuits de distribution et les autres circuits, le temps maximal de coupure est fixé à 5 secondes. 5 secondes, c'est une valeur limite qui rend possible la sélectivité entre les différents dispositifs de protection. Donc notre schéma de modélisation se trouvant alimenté par un générateur de phase neutre de 130 volts. Pour des raisons de sécurité évidentes, on prendra dans notre tableau la valeur correspondante à une tension supérieure à 230 puisque c'est une tension limite. Donc on obtiendra en fait une valeur de 0,2 secondes. Ce qui fait qu'il conviendra de vérifier à l'aide de la courbe de déclenchement des protections contre les courts-circuits, que ce soit fusible ou déclencheur magnétique des disjoncteurs, que le temps de déclenchement soit inférieur à cette valeur de 0,2 secondes pour un courant de court-circuit égal à I, tel que celui déterminé à partir de la formule que je vous présente, donc ID égale 0,8 fois la tension de notre circuit divisé par la somme des résistances. On va maintenant passer aux applications numériques. On va étudier le schéma que je vous présente maintenant. Il concerne une installation avec un schéma de liaison à la terre de type TNS alimentant un moteur triphasé. Donc imaginons un défaut d'isolement entre ma phase L1 et puis la masse métallique ou carcasse du moteur. On se retrouve alors dans une boucle fermée, alimentée par un générateur phase neutre 230 volts, parcouru par notre intensité de défaut ID et protégé par un disjoncteur D1. Notons la résistance de mise à la terre du mont secondaire de transformateur RD et essayons de modéliser ce schéma à travers le circuit que va emprunter notre courant de défaut ID. Alors voici la plaque moteur et toutes les informations le concernant. Autre information, le câble qui relie le moteur à l'armoire de commande est de type U1000 R2V 4G25 et mesure 25 mètres. Donc pour rappel, le câble type U1000 R2V est un câble cuivre. 4G25 veut dire qu'il a 4 brins, donc il y a 4 conducteurs à l'intérieur, dont un qui va être le ground, le G, donc le fil de terre jaune-vert. Que ces conducteurs font 2,5 mm² de section, et puis on apprend également que la longueur de ce câble fera 25 mètres. Nous prendrons les valeurs de coefficient de résistivité des matériaux. Ρ pour le cuivre égale 23 fois 10 puissance moins 3 ohms par mm² par mètre. Et puis Ρ pour l'aluminium égale 37 fois 10 puissance moins 3 ohms par mm² par mètre. Alors, tentez d'effectuer les calculs et mettez la vidéo sur pause. On se retrouve d'ici quelques secondes. Alors j'espère que vous avez joué le jeu. Voici les réponses. Alors au départ, on a une résistance de fil de phase qui, après calcul, égale 0,23 ohms, et puis une résistance du fil PE qui a la même valeur, après calcul, 0,23 ohms. Donc les valeurs de résistance ohmique des conducteurs de phase RL et des conducteurs PE sont de 23 ohms avec des sections et des longueurs identiques. Maintenant, tentons sur la base de ces calculs d'établir ID, de calculer ID, la valeur du courant de défaut. Donc à vous de chercher à nouveau. Alors pour rappel, la formule qu'on doit utiliser, c'est celle qu'on avait modélisée précédemment, donc avec une tension correspondant à 80% de la tension nominale, puisqu'on avait une chute de tension provoquée par le court-circuit. Le calcul de notre intensité de défaut ID nous donne une valeur de 400 ampères, ce qui est une valeur considérable. Dans cette situation, la protection moteur pourrait être assurée par un disjoncteur moteur. On pourrait par exemple utiliser la référence d'un GV2 ME32 de Schneider Electric. Alors petite question, à quelle valeur je devrais régler ce disjoncteur moteur GV2? Je vous l'ai cherché. Alors selon la plaque moteur, le réglage du courant du disjoncteur GV2 doit s'effectuer au courant nominal du moteur, donc à 28,2 ampères, dans notre cas puisque notre moteur est alimenté sous 400 volts. Alors je vous rappelle que notre GV2 doit déclencher en moins de 0,2 secondes et je vous propose maintenant ce petit graphique de courbe de déclenchement magnétothermique d'un GV2. Le courant de défaut est d'à peu près, ici selon mes calculs, 14,2 fois le courant de réglage du moteur, IR, et d'après la courbe de déclenchement, je vous demande d'essayer d'interpréter cette courbe et de définir le temps d'élimination du défaut. À vous de jouer. Je vous laisse appuyer sur pause et faire votre tracé. Alors on pourra s'apercevoir qu'ici l'intensité de défaut est 14,2 fois supérieure à l'intensité nominale, ce qui va nous donner la possibilité de définir un temps de coupure. Donc ce temps sera de l'ordre de 0,01 seconde.
Et à l'évidence, ce disjoncteur sera capable d'assurer la protection des utilisateurs et de l'installation, puisque dans les conditions étudiées, son temps de déclenchement sera inférieur à 0,2 secondes, ce qu'imposait la norme. Nous allons maintenant faire une seconde application numérique et je vais à nouveau vous mettre à contribution. Menons le même raisonnement pour un câble UT U1000 R2V 4G25 de 40 mètres en conservant les mêmes caractéristiques de câble RAW. Alors effectuez vos calculs et tentez de conclure sur la protection des utilisateurs et de l'installation. Je vous invite à faire pause. Alors je vous rappelle que R égale ρ LS, ce qui va donner pour notre résistance de phase 0,37 ohms et pour la résistance du PE 0,37 ohms également. Je vous rappelle également que I égale U sur la somme des résistances qui vont s'opposer au passage du courant fois 80% de la tension, ce qui va nous donner U égale 230 divisé par 0,74 soit 0,8, ce qui nous donne 249 ampères. Le calcul ID sur IN nous donne cette fois 249 divisé par 28,2, soit un ratio de 8,82. Ce courant de défaut est de l'ordre de 8,9 fois le courant de réglage du disjoncteur, qui était de 250 ampères. Et d'après la courbe de déclenchement du disjoncteur, le temps de coupure sera supérieur à 1 seconde. Alors évidemment, tout ça ne nous arrange pas, puisque je vous rappelle que la norme nous impose un temps de coupure inférieur à 0,2 secondes en schéma TN pour une tension d'alimentation de 230 à 400 volts. Ce qui veut dire que la sécurité des utilisateurs et de l'installation ne sont plus assurées car le déclencheur thermique du disjoncteur n'élimine pas assez rapidement le défaut. Alors, tentez de proposer deux solutions pour essayer de remédier à ceci, et essayer donc d'apporter une sécurité des personnes et de l'installation. Alors je vous laisse quelques secondes. C'est à vous de réfléchir maintenant. Alors j'espère que vous avez joué le jeu. Voici la solution qui peut remédier à nos problèmes. Je vous rappelle que R égale ρ fois L sur S et que I égale U sur R, ce qui nous donne I égale U divisé par ρ fois L divisé par S. Autrement dit, quand la section du câble va croître, I va croître également. Et c'est exactement ce qu'on veut. Nous, on veut un I suffisamment puissant pour faire déclencher non pas la zone thermique, mais la zone magnétique du disjoncteur. Et pour ceci, on pourrait augmenter la section des conducteurs afin d'augmenter le courant de défaut, ou alors encore installer un dispositif différentiel résiduel en association avec notre disjoncteur qui détectera le défaut. Alors, quelle est la condition qui permet de garantir que la protection des utilisateurs et de l'installation soit assurée avec un disjoncteur magnétothermique, et donc sans dispositif différentiel résiduel? C'est qu'en fait, le courant de défaut ID il soit supérieur au courant de déclenchement du déclencheur magnétique du disjoncteur, c'est-à-dire en fait que la section des conducteurs soit augmentée afin que le courant de défaut soit augmenté également. On va maintenant étudier une autre variante du schéma TN. Il s'agira du schéma TNC, celui qui va contenir un conducteur de neutre et un conducteur équipotentiel dans le même conducteur, c'est-à-dire que le conducteur de neutre et le conducteur équipotentiel seront confondus. Voilà le symbolique du C qui voudrait dire confondu, un unique conducteur assurant les deux fonctions. Voici un graphique représentant un schéma de liaison à la Terre de type TNC, donc on voit bien qu'on a un unique fil assurant la fonction PE et la fonction neutre. Alors, comme précédemment, je vais vous mettre à contribution en vous demandant de définir les équations I1 plus I2 plus I3 ainsi que l'équation de IT. Alors faites pause et tentez de répondre à ces questions. Pour ces questions, les réponses sont I1 plus I2 plus I3 égale IN, et puis IT va être égal à 0. Alors imaginons qu'on ait un défaut d'isolement entre une phase et les masses métalliques de ma charge. Que pourrions-nous dire du courant de défaut ID? Alors, comme d'habitude, je vous laisse quelques instants de réflexion. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et je reviens vers vous pour vous donner la correction. Alors j'espère que vous avez joué le jeu. Alors, pour la seconde question, il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre le schéma TNS et puis ce schéma TNC, hormis l'utilisation d'un unique conducteur qui fait office de conducteur de protection équipotentielle et de conducteur de neutre. Comme dans le cas du schéma TNS, le défaut d'isolement se traduit par un court-circuit entre phase et neutre. Le courant de défaut très élevé doit être rapidement coupé afin de ne pas détruire l'installation en raison des risques d'incendie. On va maintenant passer aux applications numériques et on va étudier les schémas que je vous présente maintenant. Ils concernent une installation avec schéma de liaison à la Terre de type TNC alimentant un concasseur. Alors, le concasseur, c'est un appareil utilisé dans l'industrie cimentière afin de broyer les pierres qui sont à la base de la fabrication du ciment.
Après cette phase de concassage, il y a des phases de broyage de plus en plus fin jusqu'à obtenir une poussière. Cette poussière va être portée à haute température en respectant différentes phases de cuisson et afin d'obtenir le ciment utilisé dans le bâtiment. Alors on va étudier un défaut entre la phase L1 et la masse métallique du moteur du concasseur. On se retrouve donc dans une boucle fermée, alimentée par un générateur phase neutre, ici 400 volts, parcouru par une intensité de défaut ID et protégé par un disjoncteur D1. Notons la résistance de mise à la terre de mon secondaire de transformateur, RT, et essayons de modéliser ce schéma au travers d'un circuit que va emprunter le courant de défaut ID. Alors voici la plaque signalétique de mon moteur de concasseur. Je vous rappelle qu'elle regroupe toutes les informations liées à mon moteur, du moins les informations essentielles. Cette fois, notre moteur est alimenté par un réseau 400-690 volts. Donc ici, la tension simple sera de 400 volts. Le câblage est réalisé à partir de câbles unipolaires en aluminium, du section 250 mm² pour les phases et 95 mm² pour le câble PE. La longueur des câbles qui alimentent le moteur est de 40 mètres. Alors, à vos calculettes, je vais vous mettre à nouveau à contribution. Calculez dans un premier temps la résistance de mes câbles, puis utilisez vos calculs pour obtenir le courant de défaut ID. Je vous laisse quelques instants. Alors j'espère que vous avez joué le jeu. Voici les réponses. Donc la résistance de phase égale 0,00987 ohms. La résistance du câble PEN égale 0,0156 ohms, ce qui va nous donner une intensité de défaut de 12 600 ampères. Donc une valeur d'intensité considérable. Alors je vous demanderai de choisir sur l'annexe DPX le disjoncteur magnétothermique qui viendra sécuriser cette installation. Alors notre choix se portera sur le modèle 0255-22 prévu pour protéger une installation à un courant nominal 320 A et pouvoir de coupure 36 000 A. Le courant de déclenchement de la fonction magnétique sera réglé au-dessus du rapport de courant démarrage sur courant nominal du moteur. Ici, ID sur IN égale 7,4 selon la documentation constructeur. On choisira une valeur légèrement au-dessus, par exemple 8, soit environ 2520 A. Il ne restera plus qu'à régler le potentiomètre qui se trouve sur la photo, celui-ci allant de 0 à 10. On le réglera, nous, sur 8 fois l'intensité IN. Et le courant du déclencheur thermique sera réglé au courant nominal du moteur, c'est-à-dire 315 A. Notre disjoncteur étant de calibre supérieur, c'est-à-dire 320 A, il va falloir régler la partie thermique également. Et pour ce faire, on va effectuer un petit calcul. Alors, 315 divisé par 320 égale 0,98 et on trouvera un potentiomètre qui va de 0,8 à 1. Il faudra donc qu'on règle ce potentiomètre à 0,98. Alors pourquoi ces réglages, me direz-vous? Tout simplement parce que je ne désire pas que mon disjoncteur déclenche au moment de mon démarrage moteur. Et on sait qu'un moteur va consommer entre 6 à 7 fois IN au moment du démarrage. C'est pourquoi ici je vais le régler sur 8 fois mon intensité nominale, qu'on soit au-dessus d'une intensité de démarrage. Et puis après, le courant déclencheur du thermique, on va le régler sur le courant nominal du moteur. Donc ici, notre magnétothermique nous propose une intensité de 320 A et comme il est réglable, je vais pouvoir diminuer cette intensité et me caler sur 0,98, c'est-à-dire 315 A, puisque 315 divisé par 320 égale 0,98, c'est le ratio entre les deux intensités. Alors, petite mise à contribution, donner le temps nécessaire au disjoncteur pour assurer la mise hors tension du circuit lors de ce défaut d'isolement. Est-ce que la sécurité des utilisateurs est assurée? À votre avis? Bien oui. Le courant de défaut est de l'ordre de 40 fois le courant de réglage du déclencheur thermique du disjoncteur. Alors donc 12 600 divisé par 315, c'est 40 fois. Et d'après la courbe de déclenchement du disjoncteur, le temps de coupure sera de l'ordre de 0,01 seconde. Le temps maximal de coupure étant de 0,1 seconde pour une tension d'alimentation entre phases de 690 volts, la sécurité des utilisateurs et de l'installation sont donc assurées. Alors, le défaut d'isolement le plus fréquent, c'est celui entre la phase et le neutre. Toutefois, il peut arriver qu'il y ait un double défaut d'isolement, conduisant à un court-circuit entre phases, même si la probabilité est infime. On observera une démarche identique. La tension à prendre en compte dans le calcul du courant de défaut ID sera la tension composée cette fois, et non plus la tension simple. Comme dans tous les autres schémas de liaison à la Terre, le conducteur de protection équipotentielle ne doit jamais être coupé, en particulier en TNC, où les conducteurs de neutre et de protection équipotentielle sont confondus.
Les schémas TNC et TNS peuvent être utilisés simultanément dans une même installation. Le TNC doit obligatoirement dans ce cas être en amont du TNS. La condition pour garantir qu'un disjoncteur non différentiel déclenchera en cas de défaut d'isolement et assurera donc la protection des utilisateurs et de l'installation est que la longueur maximum du câble en amont de ce dernier, Lmax, en mètres, vérifie cette équation avec V la tension simple en volts, SL, SPE la section des conducteurs de phase et de protection équipotentielle en millimètres carrés, ρ la résistivité du matériau constituant l'âme de ces conducteurs en ohms par millimètre carré par mètre, et puis Imax, le courant de déclenchement du déclencheur de la partie magnétique. Alors, dernières informations, le schéma TNC est incompatible avec l'emploi de dispositifs différentiels résiduels car le conducteur de protection équipotentielle est confondu avec le nôtre dans ce cas-là. Et puis dans les emplacements à risque d'explosion, le schéma TNC est interdit. Alors je vous présente maintenant un petit exemple de schéma TNC et TNS et notez que la partie, comme je vous avais dit auparavant, la partie TNC est en amont par rapport à la partie TNS. Comme le schéma TT, la recherche des défauts d'isolement se fait en questionnant les utilisateurs des appareils alimentés par le départ qui est déclenché, une odeur bizarre avant le déclenchement, un échauffement anormal ou autre. Si aucune indication ne permet de trouver l'appareil en cause, il faut vérifier l'isolement de chaque appareil sur le départ en ayant pris soin de l'isoler du réseau avant vérification. Pour résumer, on pourrait dire de ce schéma TN qu'il est relativement simple en termes de schéma de principe et qu'il transforme un défaut franc d'isolement en court-circuit. Il nécessite peu de matériel spécifique, mais il est délicat à mettre en œuvre, notamment si les longueurs de câbles sont importantes. Il nécessitera des calculs et toute modification d'installation nécessitera à nouveau une réétude complète des dispositifs de protection et des nouveaux calculs forcément. Remarquez que ce schéma de liaison à la Terre coupe l'alimentation dès l'apparition du défaut, ce qui ne se passera pas dans tous les cas, car si c'était vrai pour le schéma de liaison à la Terre de type TT, ce ne sera pas le cas dans le prochain schéma de liaison à la Terre qu'on étudiera, le régime IT. Alors voilà, c'est la fin du cours sur ce régime TN. Merci pour votre attention et à très bientôt.